Bonjour et bienvenue à l'émission Introspection. J'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques instants Soumia Malinbaum, qui a cofondé la FMD, qui est dirigeante de James et qui est la présidente de la CCI de Paris. Nous allons apprendre à mieux la connaître et je vous dis à tout de suite. Soumia Malinbaum, bonjour. Je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui dans l'émission Introspection. Vous êtes présidente de la CCI de Paris. Comment est-ce qu'on arrive à la présidence de la CCI de Paris? Bonjour Lucille. On y arrive à la fois avec de la chance et du travail, et puis une opportunité, celle d'avoir été repérée, j'imagine, par le MEDEF, puisque c'est le MEDEF qui m'a proposé d'être tête de liste à l'occasion de cette campagne des élections consulaires, pour être présidente, la deuxième en un siècle. Bravo, bravo. De la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui est le plus gros département de France. J'étais déjà élue CCI et j'étais Madame numérique au sein de l'Île-de-France. Et donc je donnais un peu de mon temps. Ça fait partie de mon engagement, à chaque fois, de pouvoir prendre des engagements auprès d'un intérêt général ou d'un service public. Donc je le faisais à la Chambre de commerce. Et puis on est venu me proposer de faire campagne et de lancer ce défi de gagner ces élections. Donc j'y suis allée, très peu préparée finalement, mais tout arrive très vite et on a des ressorts d'énergie qui nous arrivent quand on veut se donner aussi ce défi. Et j'y allais pour gagner, et effectivement, j'ai gagné. Donc, ça, c'est clair que de l'énergie, vous en avez. Donc, vous êtes juriste de formation, vous êtes très engagé dans tout ce qui est diversité, inclusion, parité, ça vous porte. Et vous avez cette envie d'aider les femmes. Votre sœur est ministre, a été ministre. Il y a quelque chose dans votre famille qui fait qu'on a envie de faire bouger les lignes. Oui, c'est l'énergie de cette différence, de cette singularité, du fait que finalement on n'est pas forcément toujours à sa place, puisque moi je suis originaire d'Algérie, mes parents sont arrivés fin des années 50 dans le nord de la France, dans une petite ville de province, et là j'ai vécu avec mes frères et sœurs, nous étions 6 dans une cité, donc à un moment donné, évidemment, nos parents nous élèvent dans l'école, dans les codes de la société dans laquelle on est, et en même temps dans les traditions musulmanes que sont celles de mes parents. Et puis, et à quel âge vous êtes un petit peu sortie mais à un moment donné, il faut étudier. C'est vraiment l'école, c'est vraiment l'enseignement qui est le chemin de la meilleure intégration. Et à l'époque, c'était possible et ça marchait. Pourquoi c'est plus possible aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a un demi-million de décrocheurs en France qui sont issus de la 4e génération qui était la mienne. 3 générations plus tard, les Français d'origine étrangère qui ont fait des enfants qui sont nés ici, la cohorte principale, ce sont des jeunes issus de l'immigration et qui n'ont pas le bac, qui décrochent, ou post-bac, qui n'atteignent pas. Donc, c'est multifactoriel, on n'est pas en train d'expliquer les raisons, mais la situation, c'est qu'à mon époque, la chance, c'est que l'intégration par l'école, par les études supérieures et par le travail était la voie royale. Et mon père nous a enseigné ça, il nous lisait Le Monde tous les soirs en français. Et donc, on a été très biberonnés, je dirais, à l'école, à l'enseignement, à l'apprentissage. Et puis, très vite, après mon bac, moi, j'ai voulu quitter Saint-Quentin, parce que cette ville représentait justement ce déterminisme social dans lequel on nous avait finalement assigné à résidence. Et puisque dans le Nord, il y avait beaucoup d'immigration de travail d'origine maghrébine. Et je suis partie, pas très loin, mais je suis partie à Lille, qui était déjà la première étape pour faire une partie de mon droit. Et très très vite, ma destination finale devait être Paris. Et ça l'a été. Et déjà à l'époque, vous étiez très engagée pour les causes féminines ou c'est venu après ça, quand vous avez peut-être rencontré des difficultés à être femme? Oui, en fait, à l'université, je suis arrivée à Assas pour ma dernière année de droit. Donc là, c'était le GUD qui sévissait à l'époque, fin des années 90, enfin non, plutôt 80, oui. Et effectivement, tout de suite, j'ai compris qu'il y avait des sujets de discrimination. Et puis, c'était déjà, je dirais, un peu dans mon ADN, cette différence, on vous la rappelle
On vous l'a rappelé assez souvent, puisqu'à l'époque, je dirais, on était dans un environnement où le sexisme, le racisme étaient totalement décomplexés, ordinaires. Et on ne pouvait pas aller frapper à la porte du défenseur des droits ou d'une quelconque association. Je vous parle de cette époque, c'était dans les années 90, 80, 90. Alors, il y avait quoi? Il y avait de la colère en vous, de l'incompréhension? Non, il y que vous avait ressentiez? plutôt de la résilience, toujours de l'énergie, et Mhm. puis une volonté effectivement de changer la donne, de vouloir changer les choses. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a tout le temps animée. Et ensuite, quand je suis arrivée dans la première entreprise après mon droit, là aussi, j'ai été repérée, on m'a proposé La repérer comment? repérer parce que l'énergie, beaucoup de je pense, travail, parce que toujours. je terminais mon droit à ça, et en même temps, j'avais pris ce job pour gagner ma vie et trouver un logement, puisque je voulais venir à Paris, donc il y avait beaucoup de désavantages, il fallait, voilà, je partais de rien, donc je travaillais en même temps que je terminais mes études, et j'ai trouvé un job dans une boîte d'informatique américaine, où j'étais standardiste. Ah oui, d'accord. Et donc, en faisant le standard, j'en faisais tellement plus, je pense, qu'à un moment, j'ai été repérée et on m'a proposé de rejoindre le département, à l'époque, achat et vente d'ordinateurs, donc ça s'appelait Brokerage. Et ils ont cru en moi. Là aussi, c'est de la chance. Et là, j'ai... La chance. Pas de la chance. La chance que qu'on va chercher. Non, mais la chance qu'on va toujours, évidemment, chercher, parce que la chance, elle vient aussi en allant vers les autres. Bien sûr. Aller vers, c'est se donner la chance de. Et donc, c'est là où ma carrière dans la tech a commencé, et j'y suis restée, j'y suis depuis plus de 30 ans. Oui. Et c'est là où vous avez constaté qu'on manque de femmes et que vous, Absolument. vous souhaitez contribuer à ce déséquilibre. Et on va parler de ça dans quelques instants après une rapide pause. Merci Soumia. Soumia, vous êtes donc présidente depuis bientôt 3 ans à la Chambre de commerce, en plus de votre job, ça on l'a compris. Qu'est-ce qui s'y passe? Quel est votre rôle? Quels sont vos enjeux et vos objectifs? Alors, l'intérêt de présider un établissement public comme la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, c'est que ce sont des élus entrepreneurs dans la vraie vie qui viennent et qui ont une vision et qui ensuite travaillent avec des équipes, une équipe de salariés de la Chambre. Et dès que je suis arrivée il y a 3 ans, j'ai lancé ma feuille de route et autour de 3 I. Mais on va parler du I qui est le plus important pour moi, c'est le I de l'inclusion. Et l'inclusion, ça passe aujourd'hui, depuis 3 ans, par plusieurs programmes. D'abord, de travailler en recrutement diversifié, c'est-à-dire qu'on accompagne toutes les entreprises du territoire à recruter autrement et avoir un candidat et une candidate à travers ses compétences et son savoir-être plutôt que sa différence, son origine, son handicap ou ses QPV, parce que je vous rappelle qu'il y a 230 quartiers politiques de la ville en Île-de-France. Ce sont des quartiers où il y a 4 fois moins de chances d'accéder à un entretien d'embauche. Il y en a 22 à Paris. Donc on fait des sittings dans les quartiers, dans le 19e, dans le 18e, avec les groupes qui veulent recruter autrement et les équipes de la Chambre. Ça, j'en suis très fière. Deuxièmement, il n'y avait que 25%, il n'y a toujours que 25% de femmes qui entreprennent à Paris, à peu près 30% en France. Et donc, c'est déjà 20% de moins puisque les hommes sont majoritairement des entrepreneurs. Donc, j'ai lancé un grand programme pour accompagner l'entrepreneuriat au féminin en Île-de-France et plus largement en France, parce que je considère que, comme moi, la liberté des femmes passe aussi par la liberté d'entreprendre. Parce que cette liberté d'entreprendre, elle permet d'accéder aussi, finalement, tout simplement, à son autonomie financière. Et qu'aujourd'hui, dans des situations où les femmes sont de plus en plus monoparentales, où il y a beaucoup de grandes difficultés, elles sont les premières à être licenciées, et donc il faut aider et pousser les femmes à créer leur entreprise, à oser. Et donc je l'ai fait. Aujourd'hui, en 2 ans, on a accompagné une centaine de femmes sur un programme qui s'appelle Boost Entrepreneur au féminin. Et ça, c'est mon action à la Chambre de commerce. Mais parallèlement à ça, mon engagement en faveur de la diversité et des femmes, il est depuis que je suis toute petite et adolescente, parce que la FMD que j'ai cofondée, c'était justement pour lutter contre toutes les discriminations. Et tous les engagements que j'ai pu avoir en faveur des femmes, ça a été justement pour
non pas pour les rendre encore plus victimes ou se poser en victime, mais plutôt pour être dans la débrouillardise et se lever le matin en disant on est des femmes comme les hommes en fait et comme les autres et on a le droit de prendre notre place là où on est et on ne l'a pas encore suffisamment prise. Oui, vous savez de quoi vous parlez. Vous pensez, Soumia, qu'on est encore dans un monde très misogyne ? Ça progresse ? Alors, on est toujours dans un monde très misogyne, mais surtout très pernicieux en fait. Pourquoi ? Parce que tout se fait de manière très insidieuse. Parce que je pense que les hommes sont assez mécontents, notamment plus on monte, plus on tutoie le pouvoir et plus les femmes sont absentes. Et moins les femmes appréhendent le pouvoir, moins elles ont les codes du pouvoir et plus c'est difficile pour elles. Donc aujourd'hui, les hommes qui sont à la tête et qui détiennent le pouvoir en France sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan des institutions, voient toujours d'un mauvais œil les femmes arriver. Donc on doit nous-mêmes aujourd'hui créer nos codes et grâce à la fraternité entre les femmes, qu'on appelle la sororité. La fameuse sororité. Mais c'est oui. bien de l'appeler fraternité puisque c'est le terme que la majorité emploie. Et il faut non pas singer les hommes, comme moi j'ai dû le faire pendant très longtemps quand j'ai créé ma boîte dans la tech. Leur ressembler pour qu'ils nous Il faut justement considèrent. créer notre chemin. Et ce chemin, c'est pas dans l'autocensure, c'est pas dans la victimisation, c'est pas dans la singerie non plus. C'est cette voie qui est la nôtre et dont l'économie a besoin. Et plus il y aura de femmes dans l'économie, plus l'économie sera durable et sera soutenable. Parce qu'elles ont conscience de ce que sont les générations futures, je le dis vraiment, j'en suis persuadée. Elles sont mères ou elles ne le sont pas, mais elles ont conscience que le monde change et que ces grandes transformations, notamment environnementales, vont bouleverser notre planète et notre économie et elles sont plus conscientes de ça. Et moi, je le vis tous les jours. C'est pas business uniquement pour le business, ça doit être une croissance qui doit tenir compte de cette... De la complémentarité des genres. Et de cette complémentarité, de cette durabilité de ces écosystèmes et surtout des générations qui arrivent. Alors, vous êtes une femme dans la tech. Il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Non, il y en a très peu. Enfin, pourquoi elles n'ont pas pris cette voie, selon vous ? Pourquoi il y a ce vide ? Ce qui est dramatique, c'est que depuis 15 ans, ces femmes disparaissent de plus en plus de la tech. C'est-à-dire qu'elles y vont et qu'elles n'y restent pas. Elles étaient plus nombreuses il y a 15 ans que maintenant. Mais pourquoi ? Une fois de plus, c'est multifactoriel. La raison principale, c'est l'école, c'est la famille, c'est l'environnement social. Ça, c'est très important parce que les parents ne vont pas systématiquement proposer à leurs filles de devenir ingénieurs. Ce n'est pas quelque chose de... Il y a beaucoup d'autocensure, il y a peu de rôle modèle. Mais on y travaille beaucoup. Parce qu'on peut être dans la tech, et j'en connais, sans être ingénieur. Mais évidemment, bien sûr, c'est pas uniquement lié. Moi-même, je suis pas ingénieure. Mais ce que je veux dire, c'est que la force, elle est l'inertie aujourd'hui dans la tech, des profils qui dominent la tech, que ce soit dans les GAFAM, dans les boîtes de tech. Tout a été fait par les hommes, pour les hommes. Je ne dis pas que c'est pas bien, même s'il y a beaucoup de biais quand on développe les algorithmes et qu'on voit qu'on a oublié parfois les femmes au passage. C'est qu'il faut pouvoir faire sa place et mettre les femmes au devant de postes de direction opérationnels, dans le commerce, dans les développements, dans la data, dans la cyber, dans toutes ces... dans l'IA, il n'y a que 5% de femmes dans l'IA. Mais il faut évangéliser un maximum pour rendre ces métiers méconnus un peu attractifs. Oui, donc, est-ce que la Chambre de commerce fait des choses ? Alors, la Chambre de commerce le fait. Je le fais aussi dans mon syndicat, le syndicat qui s'appelle Numéum, qui est le Syntec numérique. Je préside la commission formation avec Femmat numérique. On mobilise beaucoup, mais on voit qu'on dérange parce qu'en fait, en ne parlant que de ce sujet systématiquement, on a un parterre de gens qui sont des gens qui sont convaincus. Il faut aller déplacer ce centre de discussion et aller dans les COMEX, aller dans les CODIR, aller dans les instances où il n'y a que des hommes. Aujourd'hui, moi, je veux changer de discours. Je ne veux plus parler du sujet des femmes dans un environnement où il n'y a que des femmes. C'est pas jamais sans elles, ça va être jamais sans eux. Parce que je ne sais pas si vous connaissiez
ce mouvement qui était de dire il n'y a pas de table ronde, il n'y a pas de table ronde ou d'événement sans qu'il n'y ait pas une femme autour du panel. Oui, j'ai bien connu ce Voilà. mouvement. On va faire une pause et puis on on va fait revenir sur un sujet qui vous anime beaucoup et qui m'anime aussi d'ailleurs. À tout de suite. Soumia, j'ai eu un autre invité il y a quelques semaines avant vous qui disait que pour être un bon manager, il fallait avoir confiance en soi et avoir l'estime de soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Oui. Donc vous avez confiance en vous, vous avez l'estime de vous. Alors, moi, la confiance, c'est plus une conséquence. En fait, moi, je doute beaucoup et donc je me prépare beaucoup, je travaille beaucoup. Parce que acquérir la confiance, c'est pas inné. On peut avoir été baigné dans un environnement familial où la confiance est en permanence, mais je mets au défi quelqu'un qui arrive avec son embarqué de confiance. La confiance, ça se construit. On constate qu'on a de la confiance, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a. Et on fait des choses, on ose, et on se prépare. Moi, j'ai beaucoup travaillé, en fait, pour avoir confiance en moi. Beaucoup travaillé sur vous? Non, mais non, j'ai jamais été voir de psy, par exemple, et peut-être je le regrette maintenant, mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup été besogneuse, on va dire, c'est-à-dire toujours le syndrome de la bonne élève, il faut toujours en faire plus, il faut être dans l'excellence, non pas parce que j'étais une femme, si, mais j'avais le fameux double plafond de verre, une femme d'origine étrangère, en l'occurrence maghrébine. Voilà, à l'époque où je suis arrivée dans le monde du travail, c'était dans un secteur où c'était plutôt des hommes et des ingénieurs. Enfin voilà, c'était très très difficile. Et donc, je n'ai pas eu confiance en moi. Et c'est pour ça que j'ai dû me travestir. Travestir, oui. Vous employez un mot oui, fort. Je le dis parce que d'ailleurs je l'ai souvent dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux plus qu'aucune femme ait besoin de cacher. C'est en vous retournant sur votre propre passé. Exactement, parce que quand j'ai créé ma boîte en 91, sous fond de guerre du Golfe et avec un environnement informatique, économique dans le monde de la tech où il n'y avait que des hommes, j'étais toujours habillée en noir, en costume gris, comme d'ailleurs aujourd'hui encore. J'ai longtemps refusé la couleur, donc après il y a des séquelles. Hein. J'ai fait en sorte d'être le moins féminine possible. Et ils ont parce que pour être crédible, non mais pour être crédible, il y avait un sujet de crédibilité. Vous êtes dirigeante dans les années 90 d'une boîte de la tech, vous allez répondre à un projet de, je ne sais pas, de data platform, de move to cloud. Aujourd'hui, je vais utiliser les mots d'aujourd'hui. Et vous avez en face de vous des directeurs informatiques. Encore aujourd'hui, il n'y a que 2 femmes directrices informatiques du CAC 40. C'est-à-dire ça n'a pas beaucoup avancé. Là, il n'y avait que des hommes. Les hommes en costume gris. Et il fallait aller leur... Et aucun n'a tendu la main en disant c'est quand même formidable d'avoir une femme, il faut l'aider, elle est courageuse d'être là. Il y en a eu certains. Ouais. Il y avait aussi beaucoup de sexisme ordinaire. Ouais. Beaucoup. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait un TEDx à ce sujet. Même quand je proposais des consultantes, à l'époque, on me disait « Ah non, mais elle est belle, est-ce qu'elle est mignonne ?» Il y avait quand même ce sexisme décomplexé qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'on a des garde-fous, mais qui était une réalité, et qu'on entend encore parfois dans les entreprises, ce sexisme un peu ordinaire, enfin, que Brigitte Grésy a bien démontré. Donc moi, cette période-là a été une période très difficile pour moi, parce que j'ai dû faire justement le déni de ce que j'étais. Et ça n'a pas duré longtemps, puisque dès que j'ai eu un peu des résultats économiques, dès que j'ai pu sortir la tête et ma personnalité, je ne me suis plus jamais... je n'ai plus négocié avec qui j'étais. Vous êtes redevenue une femme. J'ai toujours été une femme, mais j'avais pas mis de moustache. On se comprend. non, mais vous avez cessé de mettre le code vestimentaire masculin. Oui, mais il est resté malgré tout, parce qu'il y a des codes vestimentaires dans le business et dans la crédibilité. Non, mais vous êtes féminine, vous maquillez, vous avez les cheveux longs. Oui, bien sûr, évidemment. Mais j'ai eu cette même démarche aussi, un peu d'appréhension quand j'ai rejoint le premier board, mon premier conseil d'administration, où il y a des codes.
il y a des codes culturels, il y a des codes de prise de parole. Et donc là, je n'ai pas changé de personnalité, pas du tout, mais j'ai d'abord essayé de comprendre les codes. En fait, le vrai sujet, c'est la compréhension. On vous prépare pas à ça avant? Parce que je sais que vous êtes dans des conseils d'administration prestigieux où non, vous avez mais été. Ce qu'il faut, c'est d'abord, on peut casser les codes, on peut arriver et casser la porte, hein, mais on peut aussi mettre un pied dans la porte, rester, comprendre ce qui se passe et faire bouger ce qui est à l'intérieur, mais plutôt avec une approche de main tendue. Je veux dire, moi, je ne suis pas pour retourner la table, parce que je pense que c'est compliqué, y compris pour les femmes aujourd'hui. Il faut aller faire de la pédagogie, il faut que les hommes soient des mentors, comprennent l'enjeu que représentent les femmes. On n'est pas là à vouloir prendre leur place, on est là pour être avec eux, en même temps, travailler ensemble. Et voilà, donc c'est pour ça que mon engagement aurait pu être un engagement uniquement associatif. Parce que j'ai toujours été très animée par l'intérêt général. J'aurais pu ne jamais rentrer dans le monde économique et rejoindre une organisation non gouvernementale qui était mon projet au départ. Parce que j'ai appris à aimer mon métier et je n'ai pas eu une passion. Ma passion, je n'ai pas pu la révéler parce que j'aurais voulu plutôt travailler aux Nations Unies et travailler pour le bien public. Mais en travaillant, j'ai continué parallèlement à m'engager parce que j'ai trouvé que dans le monde économique, j'avançais plus sur mes engagements que de rester en dehors de l'entreprise pour militer sur ces engagements. Vous voyez, il y a deux manières. On peut militer en dehors, on peut militer à l'intérieur. Et moi, j'ai toujours milité à l'intérieur, mais avec les codes de l'intérieur. Et il y a eu des grandes victoires, du coup, il y a eu avec des très grandes victoires. Il y a eu des très grandes victoires, oui. Il y a eu des très grandes victoires sur les sujets des femmes dans la tech. Aujourd'hui, à la Chambre de commerce, j'ai quand même dû proposer mon directeur général, quand je lui ai dit je vais faire un programme dédié aux femmes, il m'a dit mais Soumia, tu ne te rends pas compte, tu ne vas pas faire un programme genré pour l'entrepreneuriat, puisqu'on a un grand programme qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, où les hommes et les femmes viennent. Et il m'a dit mais j'ai dit si, je vais faire un programme, et pas d'une semaine, d'1 an. Pour les femmes, uniquement pour les femmes. Ah, c'est formidable. Mais alors cette énergie, parce que vous parlez beaucoup d'énergie tout à l'heure, c'est ça qui vous aime. Où est-ce que vous allez la chercher? Parce qu'il y a bien des matins où vous êtes fatigué avec ces journées de 22 heures, non? Dans le sommeil, justement. Dans le sommeil, j'adore récupération. Dormir. Ah oui, oui. Ouais. Moi, si je perds un jour le sommeil, je perds mon énergie. Donc, j'ai besoin de dormir, j'adore dormir, c'est vraiment quelque chose. C'est là où vous vous ressourcez. Oui, je me ressource, et puis ma famille, mes enfants. Ma petite fille maintenant et mes proches, ma sœur, ma mère. On va dire que c'est l'amour. C'est l'amour et c'est la famille, oui. Le socle. Le socle. On va faire, sur cette très belle parole, on va faire une nouvelle pause et se retrouver tout de suite après. À tout de suite, Soumia. Donc Soumia, on arrive à la fin de cette émission. Les femmes, c'est 50% de la population, comme on le sait. Est-ce que vous pensez déjà que notre génération fait rêver la génération qui nous suit? Et en fonction de vos réponses, qu'est-ce qu'il faudrait modifier? Parce que tout bouge, tout va à toute vitesse, les codes d'hier sont plus ceux d'aujourd'hui, donc là on aurait besoin de votre éclairage. Mais mon éclairage, c'est mon quotidien. Moi, je pense qu'effectivement, on est traversé par de tels changements sociétaux que le sujet des femmes, aujourd'hui, il est appréhendé de manière très, très différente. Par ma génération, la vôtre, eh bien, on veut accéder à une égalité presque parfaite, rémunération, mixité, accéder au... voilà, on est même dans des quotas, on y est arrivé pour les conseils d'administration, mais on voit qu'en parallèle, au niveau de la société tout entière, le mouvement MeToo a été révélateur de grandes inégalités, de grandes souffrances, de grandes violences. Et ça, on ne peut pas simplement chacun être encore dans son couloir de nage. C'est des choses qui déteignent un peu sur le sujet des femmes, puisque c'est les femmes qui sont victimes de ces violences sexuelles qui ont été dénoncées dans tous ces milieux. Et demain, il y en aura d'autres. Et puis, finalement, ce mouvement plus large voilà, de wokisme, hein, où finalement les jeunes aujourd'hui ne veulent plus... entendre parler de genre. Exactement, le genre n'a plus d'importance. Aujourd'hui, c'est mon état de ressenti,
et ma vie telle que je suis. Je veux être un homme, une femme, demain je veux être un elfe. C'est vraiment chacun avec... Et c'est un mouvement, même si on ne demande pas si on est d'accord ou pas, il est là. Il arrive et il vient finalement s'immiscer et se mettre entre d'autres mouvements, dont le nôtre. Et effectivement, moi, je me questionne. Est-ce que notre engagement aujourd'hui, il résonne aujourd'hui chez les femmes, et notamment les jeunes femmes? J'en suis pas toujours pas persuadée, pour avoir échangé avec quelques jeunes femmes. Les femmes qu'on va aider de manière très pratico-pratique à trouver un job, à mettre en place la boîte à outils pour les aider, mais à les militer, à les porter une parole, elles ne sont pas toujours très, très mobilisées pour venir. Et ce sont souvent les mêmes qui reviennent. Donc je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir à un autre paradigme. Peut-être un rassemblement des femmes et des hommes sur la génération d'après pour, en verticalité, aider cette génération un peu perdue. Exactement. Qui se cherche, finalement. Je pense que la génération qui arrive et dans laquelle il y a autant de femmes que d'hommes, 50%, c'est une génération qu'il faut appréhender avec leur code. En fait, la réalité, c'est qu'il faut se mettre dans leurs chaussures, dans leurs baskets, parce qu'elles ne mettent que des baskets, et essayer de comprendre la génération qui nous succède et qui est là aujourd'hui et qui sera aux commandes demain. De la génération qui suit. Absolument, donc, moi je pense que c'est... Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous auriez un conseil en particulier à donner à ces femmes, à ces hommes de cette jeune génération? De dire en tous les cas, moi, ma génération, elle est disponible, elle est à l'écoute, elle se bouge, elle fait aujourd'hui des actions pour aider. Je pense qu'on pourrait se retrouver dans un grand événement où on pourrait libérer chacun et chacune la parole, et je dis bien chacun, parce qu'il faudrait qu'on soit presque à parité pour débattre de ces sujets, qui ne soient pas forcément un sujet des femmes, mais qui soient un sujet tout simplement de société, de vivre ensemble. Communiquer, entendre et agir ensemble. Et de vivre ensemble et de communiquer et d'avancer ensemble. Ce sera le mot de la fin. Merci. Soumia. Nous arrivons au terme de l'émission Introspection et j'aurai le grand plaisir d'accueillir un invité de marque dans quelques semaines dont je tais encore le nom car j'aime bien faire durer le suspense. À bientôt.